Je me suis fait tabasser à la sortie du collège et la seule excuse qu'il y a eu devant les flics, c'était bah ouais, mais elle est grosse, elle mérite pas de vivre. J'étais un peu la bête noire, hein. Elles étaient toutes filiformes, moi j'étais obèse, c'était très compliqué. Je suis passée de la jeune fille qu'on regardait pas et qu'on draguait pas, à qui on venait pas forcément parler, à quelque part la femme que tout le monde voulait, quoi. Sur TikTok, je suivais un couple de et en fait, je les suivais et j'en ai parlé avec mon conjoint et j'ai dit j'ai envie d'essayer. Il y en a qui le font, pourquoi pas toi? Donc j'ai dit allez, go. Donc actuellement, je dirais que je fais entre par mois. Reveal. Bonjour à tous, bienvenue non pas sur Legend, mais sur la chaîne Fortimedia. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est le sujet idéal. Tu as été contacté par Legend récemment Ouais. pour faire une interview sur ton parcours. Et moi, du coup, je t'ai demandé si c'était par rapport à Mime OnlyFans. Et tu m'as dit que oui, en partie, mais qu'il y avait un autre truc que je ne savais pas, donc que je découvre aujourd'hui par rapport à ton histoire. Effectivement, en fait, il y a 10 ans de ça, j'avais la maladie de l'obésité, parce que c'est une maladie, c'est important de le souligner. On ne choisit pas d'être obèse et ce n'est pas forcément des mauvaises habitudes alimentaires, ça peut être dans la génétique et ce qui était mon cas. Donc, effectivement, les gens m'ont contacté pour éventuellement faire un sujet là-dessus. Comment je suis passée de l'adolescente obèse qui avait des rêves de danseuse plein la tête, qui a fait une école de danse, etc., à devoir me faire opérer pour perdre du poids. Et aujourd'hui, être très bien dans ma vie, à faire ce que je fais sur les plateformes. Et voilà. Ok. Et donc, l'opération, elle était il y a 10 ans, c'est ça? Il y a 12 ans Il y a exactement. 12 ans, ok. T'as quel âge aujourd'hui pour qu'on puisse... 32, 32. Donc, c'était quand t'avais 20 ans. exactement. Ok. Et donc, à ce moment-là, avant l'opération, lorsque tu es obèse, t'es quoi? T'es salariée, t'es étudiante, puisque t'avais ce rêve donc d'être danseuse? Voilà, en fait, à la base, j'ai grandi dans le Loiret du côté d'Orléans. Ok. À 17 ans, j'ai dit à mes parents, moi je veux être danseuse, hein. Donc je pars à Paris. Mes parents ils m'ont dit oui, d'accord, mais tu payes comment? Donc j'ai dit je vais me débrouiller. Donc parce que mes parents n'avaient pas les moyens de financer une école de danse ou toute autre chose. Donc je suis partie à Paris, j'ai passé les auditions pour l'école de danse Coréa qui est du côté de Bastille. Et je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont accepté dans l'école malgré l'obésité. Ok. J'ai quand même été reçue aux auditions, j'ai quand même été acceptée dans l'école. Malheureusement, et c'est pas de leur faute, mais j'ai fait 1 an là-bas et ça s'est très mal passé parce que par rapport à mes camarades, Ouais. j'étais un peu la bête noire, hein. Elles étaient toutes filiformes, moi j'étais obèse, c'était très compliqué pour l'intégration, etc. Enfin, ça a été une période pas facile. Et après, du coup, j'ai décidé de continuer la danse, mais en dehors du côté professionnel, je dirais. Ok. Dans un club, entre guillemets? Pas du tout. C'était des associations. J'ai été figurante télé aussi sur N'oubliez pas les paroles, sur Ok. ce genre d'émission. Enfin, voilà. Et en fait, un jour, le médecin m'a dit écoute, Alison, c'est pas compliqué. Soit tu perds du poids, soit tu arrêtes la danse parce que là, tes articulations, tout ça, j'avais plein Ça de va pas problèmes de tenir. santé. Ça tient pas. Et j'ai dit oui, d'accord, je veux bien perdre du poids, mais en fait, je fais 8 heures de danse par jour. Je mange quasiment rien parce qu'en fait, j'enchaîne tout le boulot, les cours, le machin. Donc, je fais comment pour perdre du poids? Parce que je mange pas, je fais 8 heures de sport à un moment donné. Et en fait, de là est parti 1 an d'examens Ok. médicaux pour comprendre ce qui se passait, pourquoi je perdais pas de poids, alors que j'avais un rythme de vie très soutenu et une alimentation très déséquilibrée pour le coup, mais pas énorme en Ouais. fait. Et les médecins ont vu que c'était génétique et que en fait, mon corps refusait tout simplement de brûler les calories. C'est-à-dire qu'il les emmagasinait, mais j'avais beau faire tout le sport que je voulais, ça perdait pas. Donc, Ok. opération. Donc, j'ai eu la sleeve. On m'a enlevé les 3/4 de l'estomac, sauf qu'à l'époque, il y a 12 ans, il faut se remettre dans le contexte, c'était les débuts des opérations bariatriques. Ok. Ça venait d'arriver en France. Et manque de peau pour moi, ils ont fait plein d'erreurs. Donc j'ai passé 4 mois à l'hôpital. Enfin, j'ai vécu un enfer. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils étaient... Ils ont trop coupé. D'accord. Et donc, ça se traduit comment? Et bien ça se traduit qu'aujourd'hui, 12 ans après, je peux toujours pas manger un repas complet en une fois, en fait.
je suis obligée de grignoter un peu toute la journée parce que vu que j'ai plus d'estomac quasiment du tout, voilà, je peux toujours pas faire entrée, plat, dessert. Je suis obligée de manger mon entrée 1 heure après mon plat, 1 heure après mon dessert. Ok, ouais. Le temps que l'estomac puisse magasiner. Ok. Et donc, du coup, tu as l'opération, tu passes 4 mois à l'hôpital. Ensuite, tu ressors. Qu'est-ce que tu fais professionnellement, même par rapport aussi à la danse? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 ans, suite à l'opération, j'ai rien pu faire, ni travailler, ni reprendre la danse, ni rien du tout, parce que j'étais tellement affaiblie. J'ai perdu 70 kilos en même pas 6 mois, en fait, à cause de leurs erreurs. Ce qui n'est D'accord. pas du tout normal, en fait. Ok. Dans le cadre d'une sleeve, normalement, c'est déjà en moyenne, c'est que 50 kilos, c'est pas 70. Parce que c'est pas comme un BBL. C'est pas du tout pareil. C'est qu'on Non, te moi, retire on m'a pas. enlevé carrément les 3/4 de l'estomac. Mais on t'a pas retiré de graisse. On m'a rien retiré du tout. D'accord. Mais du coup, puisque ton problème, c'était que ton corps refusait de brûler ce qu'il y avait déjà. Et bien en fait, du coup, comme là, j'avais plus d'estomac, je l'alimentais encore moins que ce que je l'alimentais Ouais. déjà de base. Donc, du coup, la graisse a fondu. Oui, le corps n'avait pas le choix, il tapait dedans. Quoi. D'accord, C'est ça. Le corps avait pas le choix. Et donc, pendant 2 ans, en fait, j'ai été très fatiguée, j'ai été sous vitamines. Enfin, à cause des erreurs qu'ils ont commises, du coup, ça a été vraiment 2 ans pour retrouver une vie à peu près normale, parce que j'ai vraiment trop perdu. J'étais descendue à 45 kilos à l'époque, donc je fais 1m70. C'est des chiffres où on se rend pas forcément compte, mais c'est absolument énorme, quoi. C'est énorme. Quand on me voit avant et quand on me voit maintenant, déjà physiquement, je suis plus la même personne, mais Ouais. ça a aussi beaucoup d'impact sur la personnalité. C'est-à-dire que Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire je suis plus du tout la même femme. de quelle façon, enfin, comment ça se traduit Disons qu'avant l'opération, j'étais très réservée. J'étais mariée. Ok. J'étais pas sociable. J'allais pas vers les gens. J'étais pas, je restais dans mon petit coin, bien caché. Et, moins vous voyez, mieux c'était Ok. quelque part. Et mon échappatoire, justement, c'était la danse. Ça me permettait de tout ce que j'emmagasinais et que je disais pas ou que je montrais pas, en fait, je le remettais dans la danse. Ok. Et c'était un peu ma thérapie, quoi. Et en fait, depuis que j'ai perdu le poids, que je me suis reconstruite aussi psychologiquement, physiquement, Ça a mis combien de... Pardon, je te laisse finir, après j'ai une question là-dessus. Ça a mis 2 ans. Ok, Pour d'accord. anticiper ta question. Ça a mis vraiment 2 ans à ce que je me sente vraiment à l'aise avec ce nouveau corps. Et du coup, en fait, de là, j'ai commencé à m'habiller. Alors, je suis passée vraiment d'un extrême à l'autre. Hein. C'est-à-dire que pendant une période de 2-3 ans, après ces fameux 2 ans de réhabilitation, j'ai eu une période où j'étais vraiment... habillée court, le plus court possible, fallait en montrer le plus possible. Enfin, vraiment, c'était la décadence la plus totale. J'avais honte de rien. Okay. Et extravertie au possible, fallait qu'on me remarque partout où je passais. J'ai eu, d'ailleurs, mes amis, ma famille, tout ça, ils me disent qu'à cette époque, j'étais insupportable. Ah oui, non, mais clairement, hein, je le reconnais bien à moi-même. Hein. C'est-à-dire que je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre. Je pense que je me cherchais quelque part. Bien sûr, bien sûr. Ouais. J'ai eu une certaine personnalité pendant 20 ans de ma vie. Du jour au lendemain, tout change. Le regard des gens, parce que je suis passée de la jeune fille qu'on regardait pas et qu'on draguait pas, à qui on venait pas forcément parler, à quelque part la femme que tout le monde voulait, quoi. Parce que blonde, yeux bleus, du coup, bien foutu dans les normes sociales. Attention, hein, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais dans les normes de la société, je rentrais dans les clous. Donc, du jour au lendemain, voilà. Est-ce que ça crée pas une certaine haine, rancœur de voir que tout le monde t'aime maintenant alors qu'avant, il n'y avait personne? Longtemps, si. Il y a eu cette colère. Alors d'abord, il y a eu toute la colère de comment j'ai été traitée quand j'étais obèse. Voilà, il y avait toute cette colère-là, parce qu'il faut savoir que moi, ma vie scolaire, moins j'en parle, mieux je me porte, parce que ça a été un enfer. J'ai vécu le harcèlement scolaire, comme beaucoup de jeunes maintenant. J'ai vécu, je me suis fait tabasser à la sortie du collège, et la seule excuse qu'il y a eu devant les flics, c'était ouais, mais elle est grosse, elle ne mérite pas de vivre. J'ai vécu tout ça. Donc déjà, il y a eu cette colère-là d'abord à digérer, à se dire, bon... Voilà, j'ai vécu ça, bon, maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu la deuxième colère de dire,
Ah ben voilà, maintenant je suis dans les normes, je rentre, ah ben tout le monde m'adore. Même des anciens harceleurs, faut savoir qu'ils sont revenus. T'as reçu des DM des mêmes gens qui Mais te crachaient oui, dessus, quoi. Bien sûr. Bien mais sûr. t'es trop belle et t'as trop changé, t'es célibataire. Mais impressionnant. Bon, maintenant c'est passé. Je veux dire, maintenant, voilà, j'ai une vie de famille, je suis maman de 2 enfants. Voilà, c'est digéré et grand bien leur face, j'ai envie de dire, et qui regardent mes plateformes et qui s'éclatent dessus. Hein. Franchement, Et qui s'abonne au contenu. ça me va. Voilà, moi j'ai pris ma revanche. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette phase, effectivement, de colère un peu contre le monde entier, en fait, parce que c'est vrai que on va vers l'amélioration, mais je trouve que c'est pas encore assez acté que C'est-à-dire mais qu'on soit gros, mince, enfin c'est pas pour ça qu'on est beau, c'est pas pour ça qu'on est moins beau. Enfin, je veux dire, si on regarde des photos de moi, objectivement, hein, quand j'étais obèse, j'étais pas moche. Hein. Alors oui, je rentrais pas dans les normes sociales, mais j'avais mes yeux bleus, j'avais mon visage, alors certes un peu plus potelé, mais j'étais pas moche. Et pourtant, c'est ce qu'on a voulu me faire croire pendant des années. Donc, c'est dommage. Et donc, comment tu vis donc, premièrement, la colère de ah, vous me traitiez comme ça avant, et la seconde colère qui est nouvelle, liée au fait que les gens te veulent maintenant. Comment est-ce que tu gères, du coup, cet attrait nouveau que tu génères chez les autres gens, qui te veulent, etc. Comment tu réagis quand l'ancien harceleur te réécrit en mode « t'es super belle » Maintenant, c'est passé, mais au tout début que c'est venu, ce genre de message, ce genre de choses, je répondais un peu en mode vraiment énervé, genre, mais à quelle heure, toi, tu viens me parler maintenant, en fait, avec tout ce que tu m'as fait subir. Enfin, voilà. À l'heure actuelle, je réponds même plus, très honnêtement. Tu laisses en vue? Ouais. Très bien. Je réponds même plus parce que t'es peut-être beaucoup plus apaisé aussi maintenant. Mais oui. Maintenant, je suis... parce que bon, je fais les plateformes, etc. Mais mon métier de base, c'est quand même hypnothérapeute. Donc, Ah, là, c'est super intéressant. On n'a même pas parlé, du coup. Là, aujourd'hui, tu cumules les deux métiers? Ouais. Ok. Hypnothérapeute, ça consiste en quoi? Alors, c'est la thérapie par l'hypnose. Donc, à la base, j'ai commencé par les soins énergétiques parce que mon papa était naturopathe. Okay. Donc, j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Donc, les soins énergétiques, tout ça, je me suis formée. J'ai commencé comme ça. Et en fait, l'année dernière, j'ai décidé de monter mon cabinet, de me former à l'hypnose parce que c'était quelque chose qui m'attirait depuis longtemps et que j'étais sûre que je pouvais le faire, que j'y arriverais. Et ça marche très bien. Donc, je suis très contente. Voilà, donc je suis maître praticienne en hypnose. Et je peux aider les gens sur tout ce qui est addiction, sur tout ce qui est problèmes psychologiques, sur accompagnement des maladies graves, parce qu'on ne soigne pas en tant qu'hypnothérapeute, on aide. Ça, c'est la nuance très importante. Ok, d'accord. On ne guérit pas, on aide. C'est-à-dire qu'un patient atteint, mon papa est malheureusement décédé d'un cancer, j'ai réussi à l'aider pendant quasiment les 4 dernières années à supporter les traitements. Donc, je ne l'ai pas guéri, puisque la finalité a été la même. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans. Mais il a très bien vécu ses chimios grâce à l'hypnose. Donc, oui, les gens mettent souvent en opposition en mode médecine alternative Exactement. Et médecine classique. Alors que ça peut très bien coexister. Les deux n'ont pas du tout la même vocation, tu vois. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'essaye. Avant, je travaillais au Cancéropole à Toulouse. J'étais cadre, assistante... je gérais les assistantes médicales. J'ai fait un gros burn-out, donc il y a 2 ans. Et en fait, c'est ce que je me tuais à expliquer aux médecins, quoi. C'est qu'on n'est pas là pour leur prendre leur place. Moi, je n'ai pas fait médecine. Mais eux, ils vous voient comme une menace. Mais exactement. Alors que pas du tout, parce qu'on ne guérit pas. Encore une fois, je le dis et moi, je le crie haut et fort, c'est que j'en parle à cause personnelle. J'ai quand même perdu mon papa il y a 2 ans, de 4 cancers différents. Si j'avais pu le guérir, je l'aurais fait. Ouais. Soyons clairs. Donc, on ne guérit pas, on aide. Ok. Et du coup, ça, tu le fais depuis combien de temps? 2 ans, du coup. 2 ans, d'accord, ok. Et les plateformes, ça a intervenu combien de temps? Parce que du coup, il y a 12 ans l'opération, si je ne dis pas de bêtises. Tu en sors complètement, quoi, il y a 10 ans? 11 ans? Oui, je dirais il y a 10-11 ans. Après, j'ai fait des métiers, je dirais, un peu... comme salarié, tout le monde, classique, oui, voilà, un peu comme tout le monde. Mais
J'ai toujours ce besoin quelque part de reconnaissance. Ça, c'est jamais parti par contre. Ok, c'est le trauma un peu de. Ok. J'ai besoin d'être reconnue. J'ai besoin de plaire. J'ai ce besoin de plaire. Et du coup, est-ce que d'où les plateformes? D'où les plateformes. D'accord. C'est-à-dire que ça a mis longtemps, ça cheminait depuis un bon moment dans ma tête, les plateformes. Pour quelle raison? Pour le côté se réaffirmer, se réapproprier son corps, l'argent aussi? C'était un mix de tout? En fait, le déclic, ça a été il y a 1 an et demi à peu près. Il y a 1 an et demi, sur TikTok, je suivais un couple de D'ailleurs, je leur fais coucou la Lip Family. Et en fait, je les suivais et j'en ai parlé avec mon conjoint et j'ai dit j'ai envie d'essayer. Ok. Alors au début, non mais ça va pas, je vais pas te partager. Enfin bon, voilà. Et puis au final, je dis écoute, on n'est pas obligé forcément de partager. Je veux aller voir cet univers-là. Ça m'a toujours attirée. Regarde, il y a ce couple-là à Toulouse, nanana. Mais à Toulouse, je sais pas ce que vous avez. Mais déjà sur la On est côte. chaud, hein. Ah ouais, sur la côte. On est chaud à Toulouse. Ouais. Donc du coup, j'ai dit allez, on teste, on y va une fois. On voit, on n'aime pas, ben, personne nous oblige à revenir, on aime bien, enfin, on n'est rien obligé de faire, de toute façon, on y va voir ce que c'est. Un club. Oui, le 360 Ouais, à puis Toulouse. t'es même pas obligé de faire quoi que ce soit en fait. Rien du tout. Ouais. Rien du tout, ça aussi, il faut arrêter de dire que parce qu'on va en club on va se faire passer dessus par tout le monde, hein. Pas du tout. Au contraire, c'est les clubs, pour moi, pour du coup maintenant les pratiquer, c'est les clubs les plus sécurisés. Ouais, c'est ce que me disait Diamanta, je sais pas si tu vois qui Oui. c'est. Ouais. C'est Ouais, les clubs les plus sécurisés. C'est-à-dire que là-bas, on ne nous regarde pas comme un morceau de viande. Au contraire, on nous regarde avec respect. Les femmes, on peut s'habiller comme on veut. Il nous arrivera rien. Il y a toujours l'autorisation qui est demandée avant qu'il y ait quoi que ce soit. Enfin, moi, je me sens beaucoup mieux depuis que je vais en club que dans les boîtes traditionnelles. Classique, ouais. Ah, mais quand mes potes qui sont pas me disent allez, on se fait une soirée filles en boîte. Oui, c'est pour te faire toucher le machin et tout. Alors que t'as rien demandé par l'autre crevard du coin. Franchement, j'y flemme, vais. quoi. Et en plus, maintenant, avec les plateformes, ça arrive qu'on me reconnaisse. Et du coup, il y en a certains, ils se disent, allez sur les plateformes. Je peux tout me permettre. COP, quoi. Non. Donc, du coup, le déclic a eu lieu là. On a été en club. Donc, j'ai réussi à décider mon conjoint. On y est allé. On a passé une très bonne première soirée où il ne s'est strictement rien passé sexuellement parlant. Mais, enfin, à part entre nous deux. Mais Oui. je veux dire, avec les autres, il ne s'est rien passé. Déjà, Et, c'est un cap de le faire, je suppose, en club. Je sais pas si c'était à la vue de tous ou pas, mais c'est déjà. Ouais, c'était c'est un cap oui et non. En fait, quand tu es dans le truc, après, si tu restes sur la piste de danse, bon, ça reste un club classique. Hein. Tu vois pas des choses J'y suis jamais allé, moi, donc tout le monde m'en parle. Mais, mais t'es pas la première qui me. Faut passer la porte. Qui m'invite à le faire, effectivement, ouais. C'est cool parce que en soi, la piste de danse, c'est une boîte traditionnelle. Hein. Il se passe pas de dingueries. Alors, il y a peut-être des clubs où il se passe des dingueries, hein, surtout sur Paris, tout ça, peut-être. Hein, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, moi, au 360 à Toulouse, il se passe pas de dingueries. Voilà, sur la piste de danse, c'est des gens, juste, ils sont habillés peut-être un peu plus sexy dans les clubs traditionnels. Ouais, ok. Mais jusqu'à minuit, c'est tranquille, quoi. Après minuit, bon, voilà, les gens vont dans les coins câlins. Les coins câlins, c'est joliment dit. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des coins câlins. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques? Putain, je l'ai pas demandé à Diamanta, du coup j'en profite. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques, notamment quant à la confidentialité? Oui, tu n'as pas ton téléphone. Ouais, voilà, c'était ça, moi, qui me... Voilà, ton téléphone, et tu le poses à l'entrée au vestiaire et c'est très surveillé. Tu n'as pas le droit d'avoir ton téléphone. Alors, tu peux aller au vestiaire quand tu veux. Hein. Par exemple, moi, j'ai 2 enfants, comme je disais. On avait besoin quand même d'aller voir de temps en temps. Ils étaient gardés hein, quand on allait au club. Donc... il fallait qu'on ait quand même un œil sur nos téléphones, donc on va au vestiaire. J'ai pas encore ce stress, moi. Ça viendra, mais ça oui, viendra. j'imagine. Après, voilà, bon, on a confiance. En général, c'est papy et mamie qui les gardent, mais on a confiance. Oui, il y a pire comme. Voilà, mais on sait jamais. Oui, non, mais oui, voilà. J'imagine donc le stress de parents, quoi. On allait voir notre téléphone. Après, c'est pas gênant de pas avoir le téléphone, et puis quelque part. J'ai envie de dire que ça fait du bien de déconnecter. Oui, mais oui, limite. Ouais. Parce qu'on est une génération et déjà la nôtre, et je pense la nouvelle qui arrive, c'est encore pire. Non, on est dégommés, nous. Ouais. Je pense que vous êtes encore, bien des geeks. Mais... moi, ça va. Moi, j'ai 22 piges, donc je suis juste au-dessus de la génération TikTok, etc. Ouais. Donc moi, je suis plus génération YouTube, tu vois. Oui, YouTube, je me c'était bute. YouTube. Mais c'est du contenu long, donc ça te dégomme moins le cerveau que TikTok, tu vois. C'est pas faux.
Mais, et puis même, du coup, je suppose que pour que la magie du lieu opère, c'est nécessaire qu'il y ait, qu'il y ait justement cette confiance de « Ok, il n'y aura pas d'image, ça va pas fuiter, il n'y aura pas de... » C'est ça, parce que on croise tout le monde et n'importe qui dans ce genre de club. Oui, j'imagine qu'il y aura des personnalités, des artistes. Bien sûr. Donc, alors après, à Toulouse, en soi, nous, on n'est pas la capitale artistique non plus. Donc, on n'a pas... Voilà, mais je pense que j'imagine qu'à Paris, oui, on doit croiser du beau monde. Déjà, à Toulouse, on croise des acteurs, actrices très connus, des TikTokers, enfin, voilà, on peut croiser beaucoup de personnes. On a même croisé un des collègues à mon conjoint de boulot. Bon, C'est très drôle, ça. Sur le moment, c'était gênant. Et après, en fait, on s'est dit, de toute façon, on vient là pour la même chose, en fait. Donc, bon. Oui, c'est gênant, mais bon, vous allez le savoir un jour, forcément. Quoi. On est là pour la même chose. Donc, enfin, pour la même chose. Oui et non, mais je veux dire, voilà, on vous sait y pourquoi allez on est tous, là. voilà. Donc, après, il y a effectivement cette confidentialité à respecter. Et après, des règles à l'intérieur, je dirais le consentement, ça, c'est la base, hein. C'est-à-dire que, bon, nous, on n'a jamais fait des... On est resté tout le temps qu'à 2. Ah, d'accord, ok. Jamais. C'était quand la première fois, du coup? C'était il y a combien d'années? 1 an et demi. Ok. Ah, donc c'est assez récent, mine de C'est rien. assez récent. Et vous y êtes allé combien de fois, à peu près? Pouh. Oula. Oula. On est des clubbers avec mon conjoint. On aime bien faire la fête. Donc, on boit pas d'alcool, mais on aime bien faire la fête. Et du coup, on y va assez souvent. Et puis quelque part, ça met du piment, en fait. Dans la vie sexuelle? Ouais. Ok. C'est... Alors que vous avez jamais rien fait avec d'autres... Non. Ok. Mais rien qu'est-ce qui met du piment? Le fait de le faire un peu le côté exhibe, entre guillemets, le côté... Alors, tu te redragues? tu te redragues, déjà. Et puis, quelque part, il y a le côté jalousie, du coup, mon conjoint... de voir ton conjoint se faire désirer et l'inverse, voilà, etc. Mon conjoint était très jaloux, moi un petit peu aussi, je dois l'avouer. Et c'est vrai qu'en fait, dans ce milieu, du coup, ça part la jalousie parce qu'en fait, on en venait même à se dire « Oh bah tiens, elle est jolie. » Moi, je venais à lui dire, lui, il me disait « Oh bah tiens, lui... » Enfin, on faisait un peu nos pronos. Et après, on allait se balader dans les coins câlins. Les boutiques, quoi. C'est un peu ça. Après, on allait se balader dans les coins câlins. Et en fait, le fait de voir les autres couples... vivent leur sexualité à 2, à 4, à 6, à 10, enfin, voilà. En fait, du coup, ça redonne envie quelque part au couple. Alors nous, l'envie n'était pas forcément d'ajouter quelqu'un à notre couple, mais c'était peut-être de retrouver un peu de nouveauté, parce que ça fait 9 ans qu'on est ensemble avec mon conjoint. Oui, c'est aussi un problème, je suppose. Voilà, on est parents. Oui, non, mais c'est vrai. Tout ça fait que, à un moment donné, on a beau essayer de maintenir, ça s'essouffle. Et n'importe quel couple qui est honnête le dira. Et qu'il faut trouver des solutions. Alors, je dis pas que le la meilleure des solutions. Hein. C'est celle qui nous a convenu, en tout cas. Mais il y a un gros tabou, puisque le couple exclusif, monogame de personnes, etc., puisque ses racines sont religieuses, c'est très tabou de remettre en cause... le fait que, oui, en fait, même si c'est ta personne, même si c'est le père de tes enfants, etc., au bout de 10 ans de relation, par exemple, même au bout de 5, 6, 7, 8 ans, au niveau sexuel, voilà, chacun a ses besoins et c'est un taf, en fait. C'est un truc qu'il faut, c'est un taf et qu'il puis faut bosser, quoi. Tu t'ennuies, quoi. Enfin, faut dire ce qui est. Moi, je mets les pieds dans le plat. Hein. Alors après, voilà. Tu te faisais chier. Mais oui, mais même lui. C'est qu'à un moment donné, on se connaît par cœur. Donc, en 10 minutes, c'était réglé. On était contents tous les deux. Et puis, sauf que, on est crevés de notre journée. On allait au taf à l'époque. Moi, j'étais cadre, comme je disais. Donc, je faisais des heures pas possibles. Lui aussi, il travaille dans une grosse société. Donc, pareil, il fait des heures pas possibles. On rentre, on a les 2 gosses à s'occuper. Il arrive 22h. Non, on a envie de dormir, en fait. Oui, puis en plus, c'est même pas le cadre le plus excitant qui soit, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Donc, même si on essayait de se garder tous les ans, on a l'habitude de faire un voyage en amoureux, par exemple, on essayait de se garder des moments à nous deux. C'est trop rare. Mais voilà, une fois par an, c'est trop rare. Ça peut pas être tout le temps. Donc, il a fallu, à un moment donné, trouver quelque chose. Et nous, ça a été cette porte-là. Et donc, suite à ça, est venue les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aimé me faire regarder en club libertin. Et je me suis dit, après tout... il y en a qui le font, pourquoi pas toi?
Donc j'ai dit, allez, go. Je tente, je verrai bien. Et puis, en fait, je m'éclate sur les plateformes. Et du coup, mon conjoint est au courant. Et même des fois, c'est lui qui filme. C'est lui qui... Alors, lui n'apparaît pas du tout. Il veut pas Même qu'on pas en sache. masqué Pas du ou en tout. flou. Pour lui, c'est pas du tout concevable. Et Du coup, tu proposes que du contenu en solo. c'est ça. Ok. Lui, il a accès à tout. Des fois, c'est lui qui prend les photos. Des fois, c'est lui qui filme. Voilà, il partage avec moi ce côté-là. Mais par contre, il veut pas du tout apparaître là-dedans. Et c'est son droit. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, voilà, je me suis lancée dedans. Et ça me plaît parce que du coup, je passe du temps avec mes abonnés. J'aime bien pas avoir des abonnés qui ont juste payé et avec qui je vais pas discuter. Ça m'intéresse pas. T'aimes bien échanger avec eux. Voilà. Ok. Je préfère en avoir peut-être moins que d'autres, mais les miens, je sais qu'ils sont là vraiment pour moi et on se connaît en fait quelque part. Alors c'est virtuel bien évidemment, mais j'apprends à les connaître. Je discute avec eux, je passe des heures avec eux. Il y en a même avec qui des fois je fais des vidéos privées en fait. Alors ça peut être des vidéos privées sexuelles hein, bien évidemment, mais il y en a ils me demandent juste une demi-heure pour discuter quoi. C'est rigolo. Ouais, non, mais ça m'étonne pas parce que c'est d'ailleurs ce que tous les médias etc comprennent pas forcément, c'est que on n'est pas forcément sur un business du X, mais surtout avant tout de la relation en fait. C'est ça, c'est de l'humain et le X c'est un plus. Alors après c'est vrai que maintenant, ça fait 1 an à peu près que je suis sur les plateformes. J'avoue que je suis bien tentée par tout ce qui est etc. J'ai pas encore eu de proposition. C'est le moment. Mais avec des acteurs X. Ouais, okay. J'aimerais. J'en ai parlé avec mon conjoint, tout ça, il serait ok. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a attiré, ouais, de faire pourquoi pas des films, des shootings surtout. Moi, je fais beaucoup de shootings. J'adore faire de la photo. C'est quelque chose qui me passionne. Donc ça me plairait beaucoup. Donc c'est vrai que je suis un peu sur ces projets-là en ce moment. Mais pour que ça soit des films vendus exclusivement sur tes plateformes ou pour du classique PH, etc. Ah non, du classique, Dorsel, PH. Okay, ouais. Franchement, ça me plairait. J'ai une copine, connaissance, qui bosse pour Dorsel, justement. Et du coup, on en parle. Ok. À voir. Ok, d'accord, super intéressant. Et du coup, c'était combien de temps après ta première soirée en club libertin tu t'es lancé? Je commence à perdre ma voix au bout de 30 minutes, c'est terrible. J'ai déjà plus de voix. Combien de temps? Je dirais qu'il a fallu bien 6 mois quand même. Ok. Ouais, le temps de... Il a fallu 6 mois, le temps que l'idée... fasse son bout de chemin. Ouais, exactement. Parce que je savais que j'en avais envie, mais j'étais pas prête à passer le cap. Oui, puis il y a toujours aussi un côté irréversible, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois absolument sûr de toi parce que... malheureusement, les photos, elles restent quand même un peu à jamais, même si tu as des très bonnes procédures, etc. Tu sais qu'il y en aura forcément un qu'on aura gardé. Donc voilà, il y a un côté irréversible. Il faut que tu sois 100% à l'aise de le faire. Mais moi, ce que je trouve super intéressant dans ton parcours, c'est qu'on est à l'opposé du truc qui est dépeint dans Le Parisien, de les petites modèles de 20 ans qui ne savent pas... qui elles sont, qui en fait se lancent sans trop le savoir pour des mauvaises raisons, etc. Toi, c'est l'opposé. C'est que tu l'as fait, tu l'as pas fait à 18 piges, tu l'as fait aussi pour, je suppose, évidemment, la liberté géographique, financière, temporelle, bien sûr, mais aussi, de ce que j'ai l'impression, avant tout pour... parce que c'était un besoin enfouis en toi, une quête de reconnaissance, d'acceptation de toi. La passion pour la photo, je suppose qu'elle vient aussi du fait qu'avant, tu ne supportais pas Score et qu'aujourd'hui... voilà. C'est un mélange de plein de trucs et je trouve ça beaucoup plus sain, complet et sain, intéressant. Enfin, voilà, très, très cool pour toi. Et on est à des années-lumière du truc qui est dépeint dans les médias de... la pauvre petite modèle de 20 piges qui sait pas ce qu'elle fait et qui le fait juste pour... et qui va regretter dans 2 ans, quoi. Il doit y en avoir. Je dis mais pas bien le sûr contraire. qu'il y en a, évidemment. Il doit y en avoir, mais c'est vrai que... je t'avoue que quand tu es, encore une fois, maman, tu réfléchis à 2 fois à ce genre de choses. D'ailleurs, comment est-ce que tu as réfléchi? Comment tu en es venu à prendre des décisions par rapport à ça? Déjà, pousser la porte d'un club
quand t'es parent, que t'as été éduqué, enfin, moi, j'ai pas forcément de croyance, mais mon conjoint, lui, il a été éduqué vraiment dans la religion catholique, propre. Donc, déjà, pousser la porte d'un club, c'est déjà compliqué de se dire, je sors de la norme. Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis souvent sorti de la norme, de par ma vie, mais mon conjoint, un peu moins. Une fois qu'on a passé ce cap-là, on se dit, bon, c'est fait. Ma vie, elle n'a pas changé, à part en mieux. J'ai pas de traumatisme. Les enfants, bah, ils sont gardés, papa et maman, ils sortent. Ils savent pas où on va, ils savent pas, donc ça va. Et après, les plateformes, c'est un autre cheminement. Parce que les plateformes, bon, moi, ils sont encore petits, les miens, hein, mais Oui, mais tu sais qu'il y aura un âge. à un moment donné, ils vont me poser des questions. Bien sûr. Déjà là, ma fille, elle veut faire des TikTok avec moi, elle a fond. À 7 ans, elle veut déjà être une influenceuse, elle, mais Elle a tout compris. Elle a tout compris. Mais faut réfléchir à tout, faut réfléchir à l'image, et puis il faut être sûr d'assumer, en fait. Bien sûr, oui, mais bien sûr, évidemment. Je pense que moi, ma décision a mis 6 mois à cause de ça. C'est-à-dire que je voulais être sûre que si on me dit bah, t'es sur les plateformes, t'es une mauvaise mère, de savoir quoi répondre, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, avoir le panel argumentatif et psychologique de savoir quoi répondre. De pouvoir Bien sûr. l'expliquer et de pouvoir assumer pleinement ce que je suis. Et comme tu le disais, je me suis pas lancée encore une fois là-dedans pour l'argent à la base, puisque j'étais persuadée que je ne ferais pas des 1000 et des 100. Donc c'était pas mon but premier. Mon but premier, c'était à la base, je faisais même pas de vidéos sur les plateformes. C'était mes shootings photos. Ok. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste un Insta vraiment exclusif, payant. Je les mettais sur Insta et en fait, un jour, une amie à moi qui était sur les plateformes m'a dit mais t'es bête de les mettre gratuitement. Pourquoi, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout que tu fais des belles photos et tout. Enfin, non, en fait. Et c'est parti de là. C'est-à-dire que voilà, j'ai mis que des photos. Et puis après, bah, avec les abonnés avec qui ça passait bien, ils m'ont demandé des vidéos. Donc du coup, ça s'est fait comme ça petit à petit. Et c'est vrai qu'à la base, c'était ma thérapie à moi. Alors maintenant, je suis un peu la thérapeute des abonnés. Mais à la base, oui, tu as un peu un rôle de psy aussi, bien sûr. Mais à la base, c'était ma thérapie à moi. C'était moi me dire... Ben voilà, aujourd'hui tu plais, aujourd'hui voilà, t'es jolie. Parce que j'ai encore du mal à y croire à certains moments. Ah, mine de rien, même avec toutes ces preuves, en plus qui sont très concrètes, parce que ça se traduit par un flux financier, donc c'est très concret, il n'y a pas plus concret. T'as encore du mal à dire, en fait, je plais vraiment, etc. Ouais. J'ai encore énormément de mal, parce que j'ai quand même quelques séquelles corporelles de mon obésité. Et j'ai pas enfin, si tu veux en parler, sinon on n'en parle pas, mais sinon elle se bah j'ai les cicatrices sur le ventre, j'ai un ventre zébré, moi j'appelle ça, c'est vergeture. Ok. Alors mes abonnés adorent, hein. Paradoxalement, moi je les déteste. Mais toutes les tu m'excuses le terme, c'est pas celui que il y a pas de connotation bizarre, mais toutes les bizarreries entre guillemets, en fait il y a plein de gens qui aiment beaucoup en fait le petit truc différent. Il y a plein de modèles par exemple qui complexes par rapport à leur nez, par rapport à leur truc et tout. Et en fait très souvent paradoxalement c'est le truc que leurs abonnés adorent. Tu vois, les filles toutes petites sont ah ouais machin. Les mecs adorent. Les filles très grandes elles sont ah moi j'aimerais bien plus faire un petit 1m70 et en fait les mecs adorent aussi. Donc moi ça m'étonne pas trop ce que tu me dis en fait. Ouais, c'est très paradoxal. Alors ça m'aide pas à les aimer pour l'instant, ça je les aime toujours pas, mais eux ils les aiment. Donc bon voilà, après j'ai un peu de peau sur les cuisses. Enfin voilà, je suis je suis pas parfaite. Bon après je me suis fait refaire la poitrine. Parce que ça c'était vraiment insupportable pour moi. J'avais plus de féminité en fait. Donc pourquoi? Parce que tu avais perdu beaucoup suite à l'opération? Oui, j'avais plus du tout de sein. Ah d'accord, ok. Voilà, ouais, j'avais 2 gants de toilette et un téton au milieu. Donc c'était pas top. Donc mais j'étais une anti-chirurgie esthétique. Donc passer le cap de Ah oui, ok. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été contre la chirurgie esthétique. Pour moi ça n'a pas lieu d'être. On t'a donné un corps, tu fais avec en fait, hein. Donc voilà, sauf si bien sûr tu as une maladie. Après vous les meufs, vous les femmes, pardon. Vous avez une pression sur le physique qui n'est pas du tout la même que nous. Je comprends, tu vois. Nous, les mecs, c'est plus une pression financière statutaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que si on ne fait pas de thunes et qu'on n'a pas de statut, de machin, on n'existe pas.
Mais ce qui est vrai, sociétalement, n'existe pas. Et vous, c'est vrai que si physiquement, je comprends, en plus, les formes, etc., il y a un côté, ouais, si t'es une fille pas belle, malheureusement, ou pas belle, ou t'as compris ce que je veux dire, même avec peu de formes ou des formes qui correspondent pas, etc., c'est vrai que t'es assez invisible, quoi. Et je pense que tu te dis, vas-y, attends, j'ai pas fait tout ce taf pour redevenir, entre guillemets, invisible juste à cause de ça. Donc, je comprends la démarche. C'est ça. Donc, voilà, j'ai refait mes seins. J'ai fait enlever un peu de peau aussi au niveau des cuisses à l'intérieur parce que ça me... Alors là, c'était pas franchement de l'esthétisme pour le coup. C'était plus parce que la peau frottait et du coup, ça me faisait des irritations de donc, du coup, c'était plus pour éviter ça, en fait, cette gêne-là. C'était pas trop esthétique parce qu'en soi, j'en avais pas énormément, mais voilà, disons que oui, ça arrive encore que des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, comment ils font pour m'aimer. Pour aimer ce corps-là, en fait. Parce que, bon, certes, il est pas trop mal, mais puis surtout maintenant. Enfin, je veux dire, des filles qui font ça, il y en a, comme tu sais, il y a des jeunes de 20 ans, il y a des... Pourquoi moi, 32 ans? Enfin, bon, ça s'explique pas. Et puis... Moi, je trouve que... Ouais, tu vois, je dirais l'exact opposé. Je dis ça s'explique, justement. Parce qu'en fait... on a été conditionné du coup à être exposé à quelques centaines de personnes, à des milliers de personnes véritablement dans notre vie. C'est-à-dire, si tu as été en cours, au travail, etc., des personnes à qui tu as été réellement exposé longtemps, donc qui auraient eu l'occasion de manifester un intérêt, en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Toi, tu es biaisé parce que tu sors dans la rue, tu te dis, mais il y a plein de gens qui me voient. Oui, mais vous interagissez pas, tu vois. Et en fait, dès que tu as les réseaux, en fait, toi, tu es exposé à 1000 fois plus de personnes. Donc en fait, c'est pas du tout étonnant qu'il y ait beaucoup plus de gens qui te trouvent attirante parce qu'en fait, ces gens-là, si tu les avais rencontrés, côtoyés dans la vraie vie, ils t'auraient aussi trouvé attirante. Mais vu que tu es humaine, tu peux pas être à 20 000 endroits en même temps, tu vois. Mais en fait, c'est pas si étonnant que ça. Parce que juste ton profil, il pourrait plaire à peut-être X% de la population française. Mais oui, mais il faut que tu sois exposé à beaucoup de gens pour que les X% ils deviennent significatifs. Donc c'est pas forcément étonnant. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est vrai que... j'ai pas encore cette confiance et je pense, enfin, je souhaite ne l'avoir jamais en fait quelque part parce que je me dis que le jour où j'aurai totalement confiance en moi, je serai peut-être pas, je serai peut-être pas la personne que je suis actuellement. Je pense que c'est aussi cette part d'insécurité, de manque de confiance qui fait que je reste les pieds sur terre et que je me prends pas pour Miss France quoi. Enfin, ok, voilà. ouais. Parce que on peut vite tomber. Moi, j'ai des connaissances qui sont tombées. Dans l'extrême, je dirais, de se dire ah, je suis la plus belle. Des connaissances MIMOF. Ouais. Oh, ils peuvent plus se passer de moi, mais en fait, non. Personne n'est irremplaçable déjà. Oui, et surtout que c'est le mauvais côté de l'hypercroissance de ce domaine-là, c'est qu'avant, effectivement, les gens ne te remplaçaient pas parce qu'il y avait peu de modèles sur le marché. Et donc, il y a 5 ans, effectivement, oui, tu pouvais partir 3 mois, les gens t'attendaient, etc. Comme sur YouTube. Comme sur Insta, il y a 5 ans, on t'attendait, on t'espérait, on ne t'oubliait pas. Aujourd'hui, c'est vrai que même si les gâteaux est beaucoup plus gros, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont un compte mime, tu vois les stats, par exemple, c'est super intéressant. OnlyFans, en termes de nombre de comptes utilisateurs, ils ont dépassé Netflix il y a 1 an et demi. Si tu imagines, c'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est plus de 250 millions d'utilisateurs. Et si tu rajoutes Fansly, Fanvue, Mime, Reveal, etc., en fait, tu te rends compte que le marché est énorme. Mais par contre, que du coup, puisque la demande a augmenté à mort, l'offre a naturellement suivi, oui, effectivement, si là, tes connaissances qui se disent oh, ils vont jamais m'oublier, machin, si. Maintenant, si. C'est pour ça qu'il faut vraiment bosser, tu vois. Mais c'est du taf, hein. Il y a des gens... Moi, ça me fait rire quand j'entends... Ouais, les influenceuses, nanana, elles bossent pas, elles font 2 stories par jour et tout. Non, mais arrêtez, les gars. En plus, moi, bon, je cumule 2 boulots, du coup, donc c'est encore plus... Voilà, mais c'est énormément de travail. Alors, certes, c'est un travail, personnellement, moi, que j'adore faire, donc ça me dérange pas. Mais faut être présent tout le temps. Si tu postes pas, tu peux pas prendre 2 semaines de vacances. Non, les algorithmes, malheureusement, ils fonctionnent comme ça au jour d'aujourd'hui. Il y a un jour où tu postes pas de vidéo, tu vas redescendre dans l'algorithme. Donc, tous les jours, il faut que tu aies une vidéo. Donc, pour avoir une vidéo tous les jours, il faut que tu aies tourné tes vidéos. Parce que, à moins d'être superwoman et de savoir faire 10 000 choses en même temps, voilà. Donc, il faut anticiper. C'est des heures de tournage. Les mimes, tout ça, les OnlyFans, les vidéos privées, les médias privés, c'est pareil. Si on veut s'adapter à l'abonné, faut essayer d'anticiper.
sans parler du contenu, je dirais TikTok, du contenu Insta, qui est basique, entre guillemets, pour Des messages rediriger. privés, des machins. C'est un taf. Là, je suis partie 1 semaine à Marrakech. J'ai pas arrêté. Parce que même les vacances que tu prends, en fait, tu les rentabilises. Bah oui, parce qu'en plus, Enfin, tu dois les rentabiliser parce que t'as pas le choix, en fait. Puis en plus, t'es hors contexte habituel. Et ça plaît. C'est quand tu sors un peu de ton lieu habituel, je dirais, de tournage, tu sors de chez toi, tu montres autre chose, et ben en fait, les abonnés, ils adorent. Donc, du coup, bah oui, même quand tu es à l'étranger, en vacances, moi j'étais en vacances avec la marraine de ma fille et ma fille, bah même là, voilà, j'ai fait du contenu et... Et du coup, justement, par rapport à tes enfants, comment est-ce que tu prépares le terrain? Alors, déjà, ma fille, elle a 7 ans. Donc, elle sait que maman, elle est sur les réseaux. Ok. Ça, elle sait. Puisque des fois, elle me voit faire des lives, elle me voit tout ça. Des fois, elle se met même avec moi sur les lives. Bon, bien évidemment, mes propos sont mesurés. Puis de toute façon, je dirais que sur les plateformes traditionnelles comme TikTok et Insta, tu peux pas dire ce que tu veux parce que, justement, il peut y avoir un public qui n'est pas adapté. Donc voilà, donc ma fille déjà sait que je suis sur les réseaux. Mon fils a 3 ans, donc mon fils, j'ai le temps de lui expliquer. Il aime bien aussi passer derrière la caméra quand je suis en live ou des trucs comme ça le fait rire. Donc moi un peu moins, mais bon. Après, je pense que dans le futur, quand elle sera plus grande et quand il sera plus grand et qu'il faudra expliquer, ça sera pas compliqué en fait. Tout simplement, je leur dirai, tu vois, les vacances à Marrakech, tu vois, tout ça, c'est ça qui m'a permis tout ça. Sans ça, on l'aurait peut-être pas fait. Donc déjà, leur expliquer que voilà, c'est grâce à ça que tout ce que j'ai pu leur faire. Et puis même le temps que tu as disponible pour eux, etc. Il y a tout ça aussi. Là, ma fille, ça fait du coup 2 ans qu'elle me dit, maman, c'est trop bien parce que ça fait 2 ans que tu nous emmènes tous les matins et que tu viens nous chercher tous les soirs. Et t'as le connard cadre à la défense qui va dire, ah oui, mais toi, tes enfants, mais mec, toi, tu passes sûrement 10 fois plus de temps avec tes enfants que lui n'en passera jamais, tu vois. Exactement. Bon. Donc, en fait, ma fille est la plus... bon, mon fils aussi, mais comme je l'ai dit, il a 3 ans, donc il réalise moins. Mais ma fille, elle est super heureuse parce que du coup, elle a connu les deux. Elle a connu maman dans un travail traditionnel. La comparaison doit être, bien sûr. Voilà, donc où elle voyait très peu maman, où maman, des fois, rentrait le soir, elle était au lit, où maman partait le matin, elle était encore au lit, ou des fois, elle la voyait pas pendant 2 jours. Enfin, voilà, elle a connu ça. Et puis là, elle connaît maman qui est là tous les matins à l'école, tous les soirs à l'école. Qui est là le week-end, qui est là le soir à la maison toute la soirée. Enfin, ça lui a changé la vie à la petite. Elle est ravie, en fait. Donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, en fait... Et puis, je pense qu'il y a une certaine ouverture d'esprit aussi dans les familles qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, je sais que j'ai été élevée par des parents qui étaient très ouverts d'esprit. Très jeunes, ils m'ont parlé de sexualité. Très jeunes, ils m'ont parlé d'homophobie. Très jeunes, ils m'ont parlé des transsexuels. Très jeunes, ils m'ont ouvert à tout ça, je dirais, à l'âge de 10-11 ans. Et donc aujourd'hui, pardon, je t'interromps, mais ils savent, du coup, le côté libertinage, MeMoneyFans ou pas? Ma mère le sait. Mon père, il doit le savoir de là-haut, mais ma mère le sait, oui. Ma mère adore, d'ailleurs, quand je lui raconte toutes ces... On est très proches avec ma mère. Donc, ok, d'accord. Et il n'y a pas eu de blocage avec ta maman? Rien du tout. Okay. Ma mère est trop fan. Ma mère, elle est trop fan, elle adore. Mais tu sais que t'es l'archétype de la femme sur laquelle le mec moyen va pleurer du sang parce que il va être en mode ah, maman doit être bien fière d'elle. C'est le commentaire de merde. Donc s'il voit une femme en couple épanouie avec des enfants dont la mère est fière et à qui ça pose pas problème, le mec va pleurer du sang. Là, en Reels, ça va dire... elle est dans le déni, parce qu'ils savent toujours mieux que toi. C'est la constante. Ça, c'est le principe des haters. C'est génial, parce qu'ils s'improvisent experts psychologues, experts psychiatres, experts des impôts aussi. Si tu parles de combien tu gagnes, tu vois, apparemment, ils savent mieux que toi. Donc, moi, c'est fou. C'est des fois, je parle de mes chiffres, ou même les modèles qui viennent parlent des leurs. Et tu sais, t'as les modèles qui disent, moi, je fais 7 000, 10 000, 15 000. Et t'as le connard de base. Ouais, mais après impôt. Mais connard, même après impôt, elle gagne toujours 6 fois plus que toi. De quoi tu me parles? C'est ça. Donc, non, ma mère est très, très fière, très fière de tout ça. Et elle m'a beaucoup encouragée à le faire. Et non, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est pour ça que cette ouverture d'esprit que j'ai eue de mes parents,
j'essaye de l'avoir avec mes enfants. C'est-à-dire que ma fille, souvent, je lui dis, mais tu sais qu'à maman, tu peux tout dire. Maman te dira jamais rien, en fait. Tout ce qui t'arrive, tout, maman, elle veut le savoir. Et ma fille l'a très bien compris. Et je pense que quand arrivera les questions, justement, sur la sexualité et tout ça, je suivrai l'exemple de mes parents, en fait. Parce que pour moi, il y a un âge pour tout. Ça, on est bien d'accord. Mais pour moi, il faut pas mentir. Ça sert à rien. De toute façon, le gamin va le vivre comme une trahison, quoi. Donc, ça... Vaut mieux tout expliquer et dire les choses telles qu'elles sont. Tu me fais vachement penser à Diamanta dans l'aspect... c'est un compliment. J'aime beaucoup cette fille, donc oui, je le prends comme tel. Moi aussi, mais sur le côté éducation, transparence, maturité, entre guillemets, de oui, en fait, juste, c'est comme ça permet ça, je l'explique, pédagogie. Mais je pense que ça, c'est les modèles, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la génération un peu 30-40. Oui. Voilà, tu vas demander à une modèle qui a une vingtaine d'années, 25 ans. Alors, je dis pas qu'elles sont toutes pareilles, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais on n'aura pas forcément la même vision des plateformes. Parce qu'il y a le côté, évidemment, il y a plus d'années qui sont passées, c'est sûr, mais il y a aussi le côté enfant, moi, à mon avis, qui change tout. Oui, aussi. Et puis, je pense qu'il y a le côté financier, mine de rien. C'est-à-dire que je pense qu'à 30-40 ans, on a plus la valeur de l'argent que ce qu'on a à 20 ans. Enfin, moi, si je me remets quand j'avais 20-25 ans, on m'aurait donné les sommes que j'ai maintenant. Sommes qui sont. Sommes qui sont. Très honnêtement, je roule pas sur l'or. Okay. Je fais pas partie des modèles qui gagnent 10 ou 15K par mois actuellement. Après, les plateformes, je les ai pas non plus lancées depuis très longtemps. Hein, ça fait 1 an. Oui, puis tu fais que du contenu solo. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Voilà, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et puis j'aime mon deuxième métier d'hypnothérapeute et j'ai pas envie de l'arrêter. T'as pas d'agence, ça fait beaucoup de trucs qui expliquent. Oui. Voilà, j'ai pas envie de l'arrêter. Donc, j'ai aussi du temps à accorder à ce métier-là. Donc, actuellement, je dirais que je fais entre 3 et 5K par mois. Ce qui est déjà très confortable. Ce qui est déjà énorme, puisque dans mon boulot de cadre, je faisais moins. Ouais, tu faisais moins et en plus, tu passais à 40 heures facile là-bas par semaine. C'est sûr que la comparaison, et puis en plus, ça te plaisait sûrement beaucoup moins, et en plus, tu voyais pas tes enfants. Non, mais quand tu fais le pour et le contre, je pense que voilà, moi, ça a mis 6 mois à vraiment me dire, ok, je me lance. Mais je le regrette absolument pas et j'arrêterai pas au jour d'aujourd'hui parce que déjà je m'épanouis personnellement, mes enfants sont heureux, mon conjoint est heureux parce que du coup d'ailleurs on va même un peu moins en club parce qu'en fait du coup que j'ai lancé les plateformes, on a ce piment à la maison parce que des fois il faut faire des shootings, il faut faire des vidéos, il faut faire machin et du coup ça remet un peu de piment à la maison. Oui, bien sûr. Ouais. Donc pour rien au monde je reviendrai en arrière des plateformes quoi. C'est alors après, si je peux gagner plus, tant mieux. Si je gagne moins, c'est tant pis. Moi, avant tout, c'est faire plaisir à mes abonnés et me faire plaisir à moi aussi. Voilà. C'est moi, tourner une vidéo pour un abonné, quelque part, quand je voulais être danseuse, voilà, on va repartir de là. Quand je voulais être danseuse, j'ai toujours dit le métier d'artiste, parce que quelque part, on est modèle, mais on est un peu des artistes, si on regarde bien. Donc moi, je l'apparente un peu à ça. Quand on est artiste, moi, j'ai toujours dit, moi, en tant qu'artiste, mon plus grand rêve, c'est de me dire que pendant 5 minutes, 3 minutes, 1 heure, suivant la durée du spectacle, la personne qui est en face, ses soucis du quotidien, les a oubliés. Ouais, ok. Parce que moi, quand j'allais voir un spectacle, quand j'étais plus jeune, ou même encore maintenant, ce que je cherche quand je vais voir quelque chose, ou quand je regarde quelque chose à la télé, ou quand je regarde un film, ou quand je regarde un podcast, ou quand j'écoute un podcast, ce que je cherche, c'est le temps que ça dure, mes impôts que j'ai pas payés, ma fille qui a la grippe, tout ça, je veux plus y penser en fait. Ouais. Et en fait, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre. Les impôts. Ouais, les impôts. Ça va ? C'est parce qu'on en a parlé, quoi. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre, de me dire, pendant ce laps de temps que j'ai passé avec mon abonné, au moins tout ce qu'il y a dans sa vie de négatif, il n'y a pas pensé. Ouais. Et rien que ça m'apporte un bonheur immense, en fait, de me dire que j'ai donné un peu de bonheur à quelqu'un. Ok. D'une manière ou d'une autre. Très cool, très chouette. Mais tu sais, je crois qu'on arrive déjà vers la fin. C'est passé très très vite. Est-ce que tu aurais quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, tu voudrais mettre sur la table, un sujet qu'on n'aurait pas évoqué ou autre ou
Un petit message de fin. Un petit message de fin. Ouais. Abonnez-vous Abonnez-vous à la chaîne. à la chaîne et à moi. Et au contenu. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est très cool. Eh bien, merci à toi. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, donc l'Insta, c'est alia.james31. Ok. Et après, sur Insta, on se redirige sur les plateformes. En bio. Il y a le lien en bio et par message privé, on discute, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci à toi. Reveal.